doigts. Ça, c'est gentil. Donc, y a-t-il des questions sur ce qui a été vu au cours précédent? Oui, moi j'en avais peut-être une. Oui, alors, ça concernait les droits et obligations des États riverains dans le cadre des D3. Oui. Où il est écrit qu'apparemment donc, ils peuvent adopter des réglementations relatives à la pêche, la prévention de la pollution, la sécurité de la navigation, oui, entre autres. Et à la page après, il dit que la compétence exécutive des États riverains est limitée à la lutte contre la pollution. Donc ma question, c'est par exemple les mesures qui réglementent la pêche ou la sécurité de la navigation. Comment est-ce qu'il y a moyen de les mettre en application si le pouvoir exécutif ne s'applique que pour la pollution? Donc, ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas interpréter les navires dans les détroits qui ne respectent pas une législation sur la pêche ou sur les couloirs de navigation et la sécurité de navigation. La seule chose qu'on peut faire, c'est à la suite. Donc, il est seulement possible d'intercepter un navire et de le conduire dans le port pour que le capitaine et les responsables éventuels soient jugés en cas de pollution. Sinon, le procès se fera a posteriori lorsque le navire sera rentré chez lui. Donc, à ce moment-là, on invoquera les responsables des États riverains. D'accord, merci. Oui, merci. Donc, est-ce que quelqu'un a préparé les questions que je vous ai proposées dans le mail? Oui. Moi. Oui, Monsieur Rigaud? Donc la première, en quoi le régime des eaux archipélagiques diffère-t-il de celui de la mer territoriale? Alors moi j'ai mis que dans la mer territoriale s'applique le passage inoffensif qui ne peut être suspendu que temporairement, tandis que dans les eaux archipélagiques, il y a un droit de passage archipélagique qui lui ne peut pas être suspendu. Et sinon, globalement, la législation elle est plus ou moins la même pour la pollution, la pêche et les dits de boissons. Ok. Donc, si vous avez une question de ce type-là à l'examen, la première chose à faire, c'est identifier où ont lieu les différents passages et quelles sont leurs caractéristiques. Donc, qu'est-ce que c'est le droit de passage archipélagique et surtout, où est-il applicable? Au niveau des eaux des États archipels. Mais pas n'importe où. À l'intérieur des lignes de base qui sont tracées. Non, en fait, est-ce que quelqu'un sait où s'applique le régime du droit de passage archipélagique? C'est quand on a plus de 50% des terres qui sont des eaux. Non, le droit de passage. Donc, je ne parle pas ici du statut d'État archipel, Monsieur Persou. Oui, c'est sur le couloir tracé par l'État, justement. Exactement. Donc, dans les eaux archipélagiques, donc qui sont les eaux qui se trouvent à l'intérieur des lignes de base tracées par l'État archipel, on est bien d'accord. Les États archipels vont devoir tracer des lignes de passage et donc 25 000 de chaque côté de ces lignes de passage, vous avez un couloir qui
est un couloir où s'applique le droit de passage archipélagique. Donc, le droit de passage archipélagique ne s'applique pas dans l'entièreté des eaux archipélagiques. Il s'applique seulement dans les couloirs de navigation. Quel est le régime qui s'applique en dehors des couloirs? Quelqu'un s'en rappelle? Monsieur Bersoult ou monsieur? Oui, de nouveau. Ce n'est pas le passage inoffensif, justement? Le passage inoffensif, justement. Donc, à l'intérieur des eaux archipélagiques, vous avez deux passages différents qui s'appliquent suivant l'endroit où le navire se trouve. Donc, s'il est dans le couloir, c'est le passage archipélagique qui s'applique. S'il est en dehors des couloirs, c'est le passage inoffensif qui s'applique. Maintenant, vous avez répondu sur la suspension, la question de la suspension du passage inoffensif archipélagique, en disant que le passage peut être suspendu dans le cas du passage inoffensif, alors qu'il ne peut pas l'être dans le cas du passage archipélagique, mais est-ce qu'il y a d'autres différences entre les deux? Oui, monsieur Bersoult? Ce n'est pas par rapport au fait que les eaux archipélagiques, autrement que le couloir, ce sont plutôt considérées comme des eaux territoriales, il me semble. Non, non. Elles ne sont pas considérées comme des eaux territoriales, mais on y applique le passage inoffensif. D'accord. Les eaux territoriales, donc, je vous avais montré le schéma des Philippines, je pense, donc elles sont calculées à partir des lignes de base qui encerclent l'archipel. Mais quelles sont les autres différences entre le droit de passage archipélagique et le droit de passage inoffensif? Pensez au sous-marin toujours. Oui, monsieur Legault. Le fait que pour le droit de passage inoffensif, le sous-marin a le droit enfin, doit passer en immersion, et pour le passage archipélagique, il peut être en immersion. C'est ça. Et donc, dans le passage inoffensif, vous avez toute une série de comportements qui sont considérés comme portant offense à l'État côtier et dès lors qui autorisent l'État côtier à intervenir à l'encontre des navires qui ne le respectent pas, alors que dans le passage archipélagique, vous avez beaucoup moins de possibilités pour l'État riverain, enfin, l'État archipélagique. Ça se rapproche très fort du régime des détroits, puisque, par exemple, s'il y a une pêche illégale, s'il y a une pollution illégale, s'il y a un usage, enfin des manœuvres militaires, etc., l'État archipélagique ne peut pas intervenir à l'encontre des navires en infraction. Donc, le droit de passage archipélagique se rapproche beaucoup plus du droit de passage en transit, donc, qui est appliqué dans les. D'accord? Oui. Deuxième question, Mademoiselle Levert. Excusez-moi. Pardon. Je ne vous entends pas. Alors, je ne sais pas si je suis la seule du groupe, mais ça saccade énormément. Donc, j'ai du mal à suivre les phrases. Ouais, je suis moi pas du tout aussi. si je... On n'a pas entendu ce que vous avez dit sur la dernière, sur le... Comment? Je crois que vous aviez dit que les eaux archipélagiques ressemblent au régime de Détroit, si c'est bien ce que j'ai compris. Ok.
Et le régime est encore plus libéral, si l'on veut, plus libre que le régime des détroits, puisque dans le régime des détroits, vous avez la possibilité d'intervenir à l'encontre des navires qui commettent des actes de pollution interdits, alors que ce n'est même pas prévu dans le régime du passage archipélagique. Ça va, vous m'entendez mieux ou... Oui, là, ça va mieux. À mon avis, ça reste très saccadé. Ça reste très saccadé, ça c'est embêtant. C'est en fonction de la distance au micro, à mon avis. Quand vous êtes un peu plus proche, ça va un peu mieux. Je pense que c'est à cause de la connexion. En fait, la semaine dernière, c'était pareil déjà, mais j'imaginais qu'avec le podcast, on pourrait tout récupérer. Et en revisualisant le podcast, finalement, ça reste saccadé aussi. Donc, c'est pour ça que je l'ai dit. Le problème, c'est que quelqu'un d'externe enregistre le cours et donc, du coup, les bugs Internet sont enregistrés également. Donc, ce serait mieux que ce soit vous qui enregistre le cours. Ben oui, mais le problème, c'est que je n'ai pas le bouton. Et c'est parce qu'il faut que vous installiez l'application, pas sur le navigateur Internet, en fait. Il faut que vous installiez l'application ordinateur. Je l'ai installé. C'est ça le... C'est ça qui m'embête. Bon, on va essayer de continuer comme ça. Donc, quelle était la seconde question que j'avais posée? La seconde, un navire se trouvant dans la zone contiguë d'un État est-il soumis à la législation de celui-ci? Et la réponse? Moi, je mettrais que oui. Pour la fonction de contrôle et de police, si le navire en question va vers les côtes, pas s'il les longe. Oui. Et c'est des contrôles en vue de prévenir une infraction. Et en théorie, il n'y a pas d'arrestation possible. Et en pratique, s'il y a des trafics de stupéfiants, l'État intervient. D'accord. Et il n'y a aucune autre hypothèse où les autorités de l'État côtier seront compétents pour intervenir à l'encontre d'un navire se trouvant dans la zone contiguë? C'est pas pour les objets archéologiques, si quelqu'un prend quelque chose, ça n'a rien à voir. Oui, c'est la compétence également pour les objets archéologiques, bien sûr. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on va voir aujourd'hui, étant donné que la zone contiguë se superpose à la zone économique exclusive de l'État, où l'État est notamment compétent en matière de gestion de la pêche et de protection de l'environnement. Si dans la zone contiguë, vous avez un navire qui fait une pêche illégale ou qui pollue l'environnement marin, on applique la législation, évidemment, de l'État côtier et celui-ci aura la possibilité d'intervenir à l'encontre du navire responsable. Mais non, on va revoir la question aujourd'hui. Donc, la troisième question, c'était la lettre d'Ormuz. Est-ce que l'Iran peut obliger les pétroliers qui passent par le détroit d'Ormuz à payer une redevance ou déminer le détroit? Monsieur Rigaud?
Alors, je dirais que non, parce que c'est un détroit, donc c'est quelque chose de naturel, justement, et que c'est pas un canal qui est artificiel et qui demande, enfin, pour lequel on peut demander une redevance, que ce soit pour la construction ou le maintien en état. Donc, ce n'est pas un canal artificiel, le détroit d'Ormuz. Non, non, donc on peut rien demander au pétrolier en question. On ne peut rien demander. Est-ce qu'on ne peut jamais demander une redevance à un navire qui passe par un détroit? Peut-être s'il y a besoin pour un pilote. Ouais, c'est ça. Bastien vient de dire la réponse pour un pilote, notamment par rapport au détroit du Bosphore. Tout à fait. Comme exemple. Donc, si l'État riverain preste un service spécifique en faveur du navire, donc par exemple en envoyant un pilote à son bord ou en lui fournissant un remorqueur, à ce moment-là, les frais de pilote ou de remorqueur vont être facturés au propriétaire du navire. D'accord? M. Bersoult? Mais est-ce que n'importe quel État peut exercer justement d'imposer cette taxe de pilotage? Ben justement, il y a le problème de la Turquie où, d'après le traité qui règle les détroits turcs, donc la navigation doit être totalement libre. Et donc, théoriquement, on ne pourrait même pas imposer aux navires qui passent par là de prendre un pilote à leur bord. La Turquie a décidé d'imposer le pilote parce que ça devenait vraiment catastrophique pour ses côtes. Les autres États ont protesté, mais voilà, la Turquie fait quand même ce qu'elle veut et si elle décide d'interdire le passage du Bosphore aux navires qui n'ont pas de pilote à leur bord, je vous l'ai dit, il y a des mécanismes de règlement internationaux, mais pour participer à ce mécanisme, il faut que les deux États soient d'accord. Donc, si vous avez un navire américain, par exemple, qui veut passer dans les détroits turcs et qui ne veut pas de pilote à son bord, la Turquie va refuser le passage au navire américain. Les États-Unis vont pouvoir déposer plainte contre la Turquie devant la Cour internationale de justice, par exemple. Et si la Turquie dit qu'elle ne veut pas comparaître devant la Cour internationale de justice, eh bien, on ne peut pas l'obliger à comparaître. Ailleurs, même si la Turquie était d'accord de passer devant la Cour internationale de justice et que la Cour internationale de justice disait que la Turquie viole ses obligations internationales en obligeant la présence d'un pilote à bord des navires qui passent dans les détroits, eh bien, il n'y a aucune mesure d'exécution qui peut être prise à l'encontre de la Turquie. Aucune mesure punitive ne peut être prise à son encontre. Donc, la Turquie pourra continuer à exiger la présence d'un pilote, même si c'est... Oui, l'État est souverain, quoi. L'État est souverain, exactement. D'accord. OK, d'autres questions? Bien. Donc, nous allons voir aujourd'hui le régime de la zone économique exclusive et du plateau continental. Donc, un petit dessin pour vous rappeler les différents régimes applicables. Donc, vous avez les... Excusez-moi. Oui. Il semblerait que vous ne partagiez pas votre écran. Je ne sais pas si les autres le voient. Non, non, ouais, je suis pareil que toi, Bastien. Non. Ah, voilà. Ah, voilà. Oui. C'est bon? Parfait. Oui, merci. Et le petit schéma? OK, parfait. Donc, vous avez
les lignes de base donc, qui déterminent les eaux intérieures, vous avez les 12 000 de mer territoriale, vous avez les 12 000 de zone contiguë, et alors vous avez la zone économique exclusive de 200 000 à partir des lignes de base. Ensuite, donc, en dessous, vous avez le plateau continental qui peut éventuellement être allongé au-delà de la zone économique exclusive. Nous allons voir dans quelles conditions. Donc, d'abord, la zone économique exclusive, qui est souvent abrégée en ZEE parce que zone économique exclusive, c'est un peu long. Donc, c'est une zone située au-delà de la mer territoriale, d'une largeur maximale de 200 000 à partir de lignes de base, avec des compétences pour l'État côtier en matière de ressources, de gestion des ressources biologiques, d'installation d'îles artificielles, de recherche scientifique marine et de protection de l'environnement. Alors, quand on a vu l'histoire du droit de la mer, on a vu que pendant très longtemps, il y avait exclusivement deux zones qui étaient déterminées. Donc, c'était d'une part la mer territoriale et d'autre part la haute mer. Et puis, peu à peu, juste après la Seconde Guerre mondiale, on a commencé à s'intéresser à la question de la pêche. Est-ce que la pêche devait être libre au-delà de la mer territoriale de 3000 marins à l'époque, ou est-ce qu'elle pouvait être réglementée par l'État riverain? Et donc, en 1947, vous avez les États sud-américains, donc de la côte pacifique, le Chili et le Pérou, qui vont vouloir profiter des richesses halieutiques qui se trouvent au large de leur côte, mais comme le concept de zone économique exclusive n'existe pas encore, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est réclamer une extension de leur mer territoriale, et donc ils exigent l'élargissement de leur mer territoriale à 200 000 marins. Les autres États vont refuser le principe, puis petit à petit, ils vont se rendre compte qu'ils ont intérêt, eux aussi, à réclamer un monopole de la pêche dans une zone de 200 000 au-delà de leur côte. Donc, en 1972, le Kenya va introduire le principe de la zone économique exclusive, qui, pour ne pas dire que les États vont élargir leur mer territoriale à 200 000 marins, c'est-à-dire pouvoir appliquer leur législation dans les 200 000 marins au large de leur côte, on va dire, voilà, vous aurez une zone économique exclusive avec un certain nombre de compétences économiques dedans, mais en aucun cas l'application de la totalité de votre législation. Alors, en 1974, il va y avoir un litige entre l'Islande, la Grande-Bretagne et l'Allemagne à propos de la pêche. Donc, l'Islande va réclamer la mise en place d'une zone exclusive de pêche au large de ses côtes. Et en 1974, la Cour internationale de justice va rejeter les prétentions de l'Islande en disant que ce n'est pas encore entré dans la coutume. Oui, en 1977, donc, la communauté européenne va promulguer une zone de pêche exclusive de 200 000 et bientôt l'URSS et les États-Unis vont faire la même chose. En effet, les pays développés se sont rendus compte qu'ils avaient tout intérêt à réclamer des zones économiques exclusives. En effet, les deux zones économiques exclusives les plus importantes dans le monde sont la zone française, donc vous voyez sur la carte de gauche
ce que la France peut réclamer au titre de la zone économique exclusive. Donc, vous avez près de la moitié qui se trouve au large de la Polynésie, une grosse partie donc au large de la Nouvelle-Calédonie, et alors toute une série d'îles au large des Kerguelen, de Saint-Paul et Amsterdam, de la Réunion, etc., dans l'océan Indien. Les États-Unis, de leur côté, ben, c'est au large de leur côte, au large de l'Alaska, et alors toute une série de possessions que les États-Unis ont dans le Pacifique, notamment Hawaï, Guam, etc. Et donc, les pays industrialisés se sont rendus compte qu'ils avaient intérêt à réclamer eux aussi une zone économique exclusive et donc de se mettre d'accord avec les pays du Sud qui réclamaient sa mise en place. Et dès lors, en 1982, donc, le concept de zone économique exclusive est intégré dans la Convention de Montego Bay. Donc, potentiellement, si tous les États réclamaient des zones économiques exclusives de 200 000, donc 36% de la surface totale des mers serait couverte, et beaucoup plus important, 90% des ressources halieutiques se trouvent dans les zones économiques exclusives. Alors, délimitation de la zone économique exclusive, donc c'est maximum 200 000 à partir des lignes de base. Un État n'est pas obligé de réclamer une zone économique exclusive de 200 000. D'abord, bien évidemment, lorsque vous avez deux États qui se font face, il n'y a pas nécessairement la place pour 400 000 de zones économiques exclusives. Pensez à la Belgique, la France et la Grande-Bretagne, par exemple. Et vous pouvez imaginer également un État qui ne souhaite pas réclamer une zone économique exclusive de 200 000, même s'il le peut, mais qui réclame seulement 100 000. C'est rare, mais ça existe. Donc, juridiquement, la zone économique exclusive ne commence qu'après la mer territoriale. Donc, lorsque vous avez des lignes de base, vous avez 12 000 de mer territoriale, puis les 188 000 de zone économique exclusive, dont les 12 premiers chevauchent la zone contiguë, on vient de le voir, c'est-à-dire que lorsque un État intercepte un navire battant pavillon étranger dans sa zone contiguë et qu'il viole sa législation sur la pollution ou sur la gestion de la pêche, notamment, à ce moment-là, le navire pourra être intercepté et amené dans un port et le capitaine pourra être jugé. Donc, au premier cours, on avait vu la différence entre les îles et les rochers. Donc, les îles, ce sont les terres émergées qui se prêtent à l'habitation humaine ou à une vie économique propre. Elles peuvent revendiquer une zone économique exclusive. Donc, c'est ce qui permet à la France de réclamer donc des zones économiques exclusives au large de toutes ces îles dans le Pacifique et l'océan Indien. Par contre, les rochers, donc, qui ne se prêtent pas à l'habitation humaine ou vie économique propre, ne peuvent pas réclamer une zone économique exclusive. Lorsque vous avez deux États qui sont adjacents, qui se font face, on ne va pas nécessairement appliquer le principe de l'équidistance. On doit arriver à une solution équitable. Est-ce que c'est une solution équitable? Quand on verra le plateau continental dans la suite du cours, on verra que lui aussi, c'est à la base 200 000 marins. Donc, on essaye de faire en sorte que les limites de la zone économique exclusive et celles du plateau continental coïncident. C'est plus facile pour gérer, notamment au niveau des plateformes pétrolières. Et pour la détermination des limites du plateau continental, on a également recours à des solutions équitables. Donc, par exemple, on va faire en sorte que si vous avez deux pays adjacents ou deux pays qui se font face et qu'il y a une
nappe pétrolière sous-marine qui se trouve entre les deux, eh bien, on va essayer de ne pas exclure un des deux de l'exploitation de la nappe pétrolière ou de répartir la nappe pétrolière entre les deux États de façon à ce que tous les deux puissent l'exploiter. Mais on aura l'occasion de revenir sur la question. Alors, un exemple d'arrêt qui a été rendu par la Cour internationale de justice pour la délimitation de la zone économique exclusive entre le Cameroun et le Nigeria. Donc, vous avez une série de points fixés par la Cour internationale de justice, avec donc les points 1 à 12. À partir du point 12, vous avez un départ vers l'ouest, et puis ça recommence avec des points A1, B, C, D, E, etc. Donc, qui déterminent la délimitation des eaux territoriales, d'une part du Nigeria et d'autre part du Cameroun. Donc, on avait vu la photo, la carte plutôt, au premier cours, où donc le golfe de Guinée est véritablement un casse-tête pour la délimitation des différentes zones entre les États, puisque, étant donné sa forme particulière et la présence de différentes îles dans le golfe de Guinée, c'est extrêmement compliqué de fixer des limites cohérentes aux zones maritimes pour les différents États qui se trouvent dans le golfe de Guinée. Alors, donc, le régime de la zone économique exclusive, on va reconnaître un certain nombre de compétences à l'État côtier dans sa zone économique exclusive. Donc, vous avez les 5 compétences ici, donc ressources biologiques, exploitation à des fins économiques, construction d'îles artificielles, recherche scientifique et protection de l'environnement marin. Il n'y a rien de plus. Pour le reste, donc, c'est le régime de la haute mer, et donc, au-delà de la mer territoriale où l'entièreté de la législation de l'État s'applique, l'État n'est plus compétent que dans 5 domaines. Alors, je vais maintenant vous parler de 2 affaires qui sont passées devant le tribunal international du droit de la mer, pour vous montrer à quel point le droit, ça peut être quelque chose de tordu, et l'intérêt d'avoir un bon avocat. Les cas sont exactement les mêmes. Vous avez un navire qui transporte du pétrole et qui vient avitailler un certain nombre de navires de pêche qui se trouvent dans la zone économique exclusive d'un État du Golfe de Guinée, précisé. Donc, dans le premier cas, le navire s'appelle le Saiga. Dans le deuxième cas, le navire s'appelle le Virginia. Dans les 2 cas, vous avez l'État riverain qui intervient, qui saisit le navire et qui l'emmène dans un port pour que le capitaine soit jugé. Quel est le crime qui leur est reproché? Donc, c'est d'avoir fourni du pétrole au navire se trouvant dans la zone économique exclusive afin qu'ils puissent continuer à pêcher, et pétrole pour lequel le navire ravitaillant ne paye pas, évidemment, les taxes et accises applicables sur le territoire de l'État riverain. Dans le cas du Saiga, l'État va dire « il y a violation de ma législation fiscale, donc importation illégale de pétrole sur mon territoire et non-paiement des droits d'accise ». Et le tribunal international du droit de la mer va dire « mais votre législation fiscale ne s'applique pas dans la zone économique exclusive. Donc, vous n'aviez pas le droit
d'intercepter le navire, puisqu'il ne violait pas votre législation fiscale, puisqu'il était en dehors du champ d'application territorial de votre législation fiscale. Et donc, dans le premier cas, donc, la Guinée a été condamnée. Virginia, donc je vous ai dit, c'est exactement la même chose, mais cette fois-ci, l'avocat va changer son argumentation, puisqu'il sait que invoquer la législation fiscale et douanière, ça ne marchera pas, et il va dire, en fait, en ravitaillant les navires de pêche dans ma zone économique exclusive, le Virginia viole ma législation sur la conservation des ressources biologiques, puisqu'il va permettre à des navires de continuer à pêcher, alors que normalement, ils devraient arrêter de pêcher, puisqu'ils sont à court de pétrole, de carburant, et donc ils devraient rentrer chez eux. Et cette fois-ci, on leur a donné raison aux autorités guinéennes, en disant, effectivement, en agissant de cette manière, le Virginia a violé votre législation sur la gestion des ressources biologiques. Vous êtes compétent pour édicter une législation sur la gestion des ressources biologiques dans votre zone économique exclusive, donc vous aviez tout à fait le droit d'intercepter le navire. Donc, de l'intérêt d'avoir un bon avocat qui a de bonnes idées lorsque vous passez devant un tribunal. Donc maintenant, on va passer en revue donc, les 5 compétences dont dispose l'État dans sa zone économique. Alors, la plus importante, puisque c'est à la base pour celle-là que l'on a créé la zone économique exclusive, donc c'est la gestion des ressources biologiques, donc des ressources halieutiques. On va demander à l'État de fixer ce qu'on appelle des totaux admissibles de capture, des TAC, pour chaque espèce. Qu'est-ce que c'est un total admissible de capture? On aura l'occasion d'y revenir dans la troisième partie du cours, mais en fonction des avis qu'il reçoit de la part d'experts scientifiques, l'État va dire, pour que les stocks de poissons qui se trouvent dans ma zone économique exclusive soient durables, que l'exploitation de ces stocks de poissons soit durable, il faut pêcher au maximum, je vais dire par exemple, 10 000 tonnes par an. 10 000 tonnes de cabillaud, 10 000 tonnes de morue, 10 000 tonnes de sardines, etc. Ça, c'est le total admissible de capture. Une fois que le total admissible de capture a été fixé globalement, donc, pour chaque espèce, l'État va déterminer si ces pêcheurs sont suffisamment nombreux ou s'ils ont les compétences techniques pour utiliser la totalité de ce total admissible de capture. Si oui, donc s'il y a une flotte de pêche suffisamment nombreuse et suffisamment bien équipée pour pêcher les 10 000 tonnes de cabillaud, 10 000 tonnes de morue, etc., à ce moment-là, il n'y a pas de problème. L'État va dire, OK, je réserve l'entièreté des prises dans ma zone économique exclusive à mes pêcheurs nationaux. Et donc, les autres pêcheurs ne peuvent pas venir pêcher dans la zone économique exclusive de l'État riverain. Si par contre, l'État considère que sa flotte de pêche n'est pas suffisamment développée, qu'elle n'a pas les capacités techniques d'exploiter la totalité du total admissible de capture qui a été fixé, ou simplement parce qu'il a besoin d'argent et que le fait de vendre des quotas, évidemment, ça va
lui rapporter des fonds, il peut autoriser d'autres États à venir exploiter une partie du total admissible de capture. Et donc conclure avec un autre État un accord de pêche par lequel il va autoriser les pêcheurs battant pavillon de cet État et uniquement les pêcheurs battant pavillon de cet État à venir dans sa zone économique exclusive pêcher une certaine quantité du poisson déterminé par le quota. Donc, par exemple, 500 tonnes de cabillaud, 500 tonnes de sardines, ou que sais-je. Et l'Union européenne a conclu énormément d'accords de pêche avec des pays, notamment en Afrique, et le plus contentieux est celui qui est conclu avec le Maroc, parce que une partie en dessous du Maroc, vous avez un territoire qu'on appelle le Sahara occidental, qui est occupé par le Maroc, mais c'est une occupation qui n'est pas reconnue par le droit international. Donc, on considère que le Maroc n'a pas le droit de négocier des droits de pêche au large du Sahara occidental. Alors que le Maroc, lui, il estime que le Sahara occidental fait partie de son territoire, donc qu'il a bien le droit de vendre les droits de pêche au large des côtes du Sahara occidental. Et donc, chaque fois que l'Union européenne conclut ou renouvelle son accord de pêche avec le Maroc, eh bien, il y a des litiges diplomatiques parce que vous avez les associations qui sont pour l'indépendance du Sahara occidental qui protestent auprès de l'Union européenne en disant que l'Union européenne ne peut pas conclure un accord avec le Maroc qui concerne les eaux au large du Sahara occidental. Alors, une grosse différence entre la zone économique exclusive et les eaux archipélagiques, c'est que les droits historiques de pêche n'ont pas été reconnus. Et ça s'est avéré catastrophique pour de nombreux pêcheurs qui avaient l'habitude donc de faire de la pêche hauturière à 3000 marins, voire 12 000 marins des côtes de leurs États voisins, et qui, du jour au lendemain, on a dit, ben voilà, maintenant que vous avez un monopole de pêche pour les pêcheurs nationaux dans la zone économique exclusive de l'État voisin, vous devez aller à 200 000 des côtes pour pouvoir pêcher librement en haute mer. Et bien évidemment, vous avez bon nombre de petits pêcheurs qui ne sont pas équipés pour aller pêcher à 200 000 des côtes. Et vous avez eu un litige entre l'Espagne et la France à propos de la pêche dans le golfe de Gascogne. Donc, les pêcheurs espagnols avaient l'habitude de venir pêcher au large des côtes françaises, donc à 12 000 des côtes françaises dans le golfe de Gascogne, et un jour on leur a dit, ben maintenant, vous devez aller pêcher à 200 000. Et les pêcheurs espagnols ont dit non, on va continuer à aller pêcher dans le golfe de Gascogne comme si de rien n'était. Et donc, il y a eu énormément, évidemment, de litiges entre des bateaux de pêche espagnols et les navires de police français. Et un jour, il y a un navire de police français qui en a eu marre et il a tiré un coup de canon en direction d'un navire de pêche espagnol. Le coup de canon, il a cassé le mât est tombé sur la jambe d'un des pêcheurs et le pêcheur, malheureusement pour lui, a été trempé. Évidemment, ça a créé un grave incident diplomatique entre l'Espagne et la France. La France disant, ben voilà, les Espagnols n'arrêtent pas de venir pêcher dans notre zone économique exclusive, on en a marre.
et l'Espagne disant ben, il est tout à fait disproportionné de tirer au canon sur un navire qui pêche, certes dans une zone où il n'a pas le droit de pêcher, mais ce n'est pas une raison pour le canonner. Et donc, l'Espagne a voulu aller devant la Cour internationale de justice, la France n'a pas voulu, donc elle a préféré indemniser le pêcheur espagnol qui avait perdu sa jambe, et évidemment, l'adhésion de l'Espagne à l'Union européenne en 1986 a mis fin au conflit, puisque nous verrons que maintenant, tous les pêcheurs de tous les États membres de l'Union européenne ont accès à l'ensemble de la zone économique exclusive de l'Union. Et donc, il n'y a plus de problème pour les pêcheurs espagnols d'aller pêcher dans le golfe de Gascogne à l'heure actuelle. Donc, si un navire de pêche si un navire de police, contrôle un navire de pêche dans la zone économique exclusive et qu'on constate qu'il y a une pêche, ce qu'on qualifie de pêche INN, c'est-à-dire illégale, non déclarée ou non réglementée, le navire de police peut forcer le navire de pêche en infraction à rejoindre un de ses ports et le capitaine sera jugé. Mais on ne pourra prononcer que des amendes à l'encontre des pêcheurs en faute, donc pas de peine d'emprisonnement et surtout pas de châtiment corporel, puisque dans certains pays, ben, encore le fouet ou l'amputation de main qui peut être appliquée pour les délinquants. Ça, la Convention de Montego Bay exclut expressément l'application de châtiment corporel aux pêcheurs qui ont été surpris en infraction. Donc, le fait pour le navire français de canonner le navire de pêche pouvait être assimilé à un châtiment corporel, puisque le malheureux pêcheur a perdu sa jambe en fin de course. Et pour éviter la paralysie du navire trop longtemps, la Convention de Montego Bay prévoit que le capitaine, les membres d'équipage et le navire doivent être libérés le plus rapidement possible, moyennant éventuellement le paiement d'une caution. Donc, pour être sûr qu'ils reviennent par la suite pour être jugés et condamnés au paiement d'une amende, donc on fait payer une caution qui n'est pas remboursée si les personnes ne reviennent pas se faire juger devant les tribunaux de l'État côtier. Alors, on s'est posé la question, lorsque un navire de police contrôle un navire de pêche dans la zone économique exclusive et qu'il constate que ce navire a commis une infraction avant d'entrer dans la zone économique exclusive. L'exemple le plus classique, vous savez, on aura l'occasion d'y revenir, qu'il y a un moratoire sur la pêche à la baleine. Imaginons qu'un navire de police contrôle un baleinier et se rend compte qu'à bord, il y a un certain nombre de baleines qui ont été pêchées dans la haute mer. Bien, on ne pourra pas intervenir à l'encontre de ces pêcheurs, de ces baleiniers, puisque l'infraction n'a pas été commise dans la zone économique exclusive de l'État riverain. Deuxième compétence de l'État dans sa zone économique exclusive, donc c'est l'exploitation à des fins économiques. Au départ, les tenants de l'idée de l'exploitation de la zone économique exclusive à des fins économiques pensaient uniquement à la production d'énergie. Et donc, ils ont dit
aux États riverains, voilà, vous serez compétent dans votre zone économique exclusive pour installer des centrales marémotrices ou des éoliennes. Et donc, la Belgique peut implanter des éoliennes dans sa minuscule zone économique exclusive comme dans sa mer territoriale. Puis après, la question de la protection de l'environnement prenant bien évidemment de plus en plus d'importance, on s'est rendu compte qu'un certain nombre d'activités étaient susceptibles de porter atteinte à la faune et à la flore marine. Notamment ce qu'on appelle les safaris à la baleine, donc le fait d'emmener des touristes sur un navire pour qu'ils aillent voir des baleines au large, et la plongée sous-marine, avec des pêcheurs enfin des plongeurs qui parfois font de la pêche sous-marine ou n'hésitent pas à ramasser des coraux ou des produits de la flore ou de la faune marine qui sont protégés. Et on s'est posé la question, est-ce qu'on peut réglementer ces activités? Et certains ont dit oui, on peut considérer que faire des safaris à la baleine ou de la plongée sous-marine, c'est l'exploitation économique de la zone économique exclusive et que par conséquent, les États sont compétents pour réglementer ces activités. Et donc, un certain nombre d'États réglementent les safaris à la baleine, notamment les périodes où ils peuvent avoir lieu pour ne pas gêner les femelles quand elles sont à la fin de leur gestation et j'ai la peine de mettre bas leurs petits. Et on peut interdire la plongée sous-marine dans certaines zones qui sont particulièrement fragiles parce qu'il y a des récifs coralliens ou autres, par exemple. Donc, au nom de l'exploitation de la zone économique exclusive à des fins économiques. Troisièmement, donc, la construction d'îles artificielles. Les îles artificielles, normalement, c'est de la compétence de l'État du plateau continental, puisque les îles artificielles, elles sont construites pour aller pêcher aller pomper le pétrole qui se trouve dans le sous-sol marin. On peut également considérer que les éoliennes sont des ouvrages artificiels, des îles artificielles, et donc on leur applique également le même régime. Et donc, étant donné que si vous avez une plateforme pétrolière qui est mise en place pour pomper le sous-sol marin, cette plateforme pétrolière, elle doit bien remonter jusqu'à la surface et à partir du moment où elle passe dans les eaux de l'État riverain, c'est l'État de la zone économique exclusive qui devient compétent. Et donc, on a dit que l'État de la zone économique exclusive, vu qu'il est compétent pour l'exploitation économique de la zone et qu'il est également compétent pour la protection de l'environnement, on va également lui donner la compétence pour autoriser la construction et l'exploitation d'îles artificielles. C'est pour ça, nous aurons l'occasion d'y revenir bien vite, qu'on essaye dans la mesure du possible que ce soit le même État qui soit compétent pour la zone économique exclusive et pour le plateau continental, pour que la compagnie pétrolière n'ait pas à demander deux autorisations. Une autorisation à l'État du plateau continental et une autorisation à l'État de la zone économique exclusive. Donc, une fois que l'État côtier a donné son autorisation à la construction d'une plateforme pétrolière, par exemple,
Tous ces lois et règlements, donc douaniers, fiscaux, sanitaires et d'immigration, vont s'y appliquer. Autrement dit, les salaires qui seront versés aux personnes qui travaillent sur la plateforme pétrolière seront soumis à la législation fiscale de l'État côtier. Si vous avez des quarantaines qui sont obligatoires à cause du Covid, etc., eh bien, on appliquera la législation de l'État côtier et la législation d'immigration s'y applique, c'est-à-dire que même si on considère que les plateformes pétrolières se trouvent en haute mer et donc normalement n'importe quelle personne de n'importe quelle nationalité devrait pouvoir y travailler. Dans le cas donc, des plateformes pétrolières situées dans la zone économique exclusive d'un État, eh bien celui-ci doit autoriser la personne, si c'est une personne de nationalité étrangère, à venir travailler sur la plateforme pétrolière. Donc, il a le droit de décider si oui ou non les îles artificielles pourront être construites et où elles pourront être construites. Au niveau des obligations de l'État côtier, ben, il doit signaler leur présence, bien évidemment. Il doit enlever les ouvrages désaffectés pour assurer la sécurité de la navigation et il doit donner une publicité adéquate à la position, aux dimensions et à la profondeur des éléments restants qui n'auraient pas été complètement enlevés. Alors, important, pour éviter les accidents, donc pour éviter que des navires ne viennent emboutir les plateformes pétrolières ou les éoliennes, on autorise la mise en place de zones de sécurité de 500 mètres autour des installations artificielles. Donc, les navires ne peuvent pas pénétrer dans cette zone de sécurité. C'est une exception au régime de la haute mer, puisque normalement, en haute mer, la navigation est totalement libre, on peut naviguer où on veut. Ici, donc, on suspend, comme dans le cas de la mer territoriale et le passage offensif, on suspend la liberté de navigation en haute mer au large des installations artificielles dans un but de sécurité. Et alors, le plus comique, c'est qu'on s'est rendu compte que la mise en place de ces zones de sécurité de 500 mètres au large des éoliennes était extrêmement bénéfique pour la biodiversité. Donc, j'ai trouvé un petit article ici qui expliquait que vous avez des moules qui viennent s'agripper aux poteaux des éoliennes. Les prédateurs des moules, que sont les crabes et les poissons, donc, sont attirés par eux et vont venir. Et ensuite, donc, vous avez les phoques et toute une série d'oiseaux marins qui vont également venir pour se nourrir des crabes et des poissons en question. Et donc, tout ça dans des zones de sécurité de 500 mètres de large où aucune navigation n'est possible. Donc, pour eux, c'est dans une tranquillité relative. Et donc, la construction de parcs éoliens marins a eu comme conséquence assez inattendue donc un renforcement de la biodiversité marine au large des éoliennes. Vous en avez peut-être entendu parler ailleurs dans le cadre de vos études, je n'en doute pas. Quatrième compétence de l'État riverain dans sa zone économique exclusive, donc c'est la recherche scientifique marine. Lorsque un État, une organisation internationale ou même une université, par exemple, veut faire des recherches scientifiques marines dans la zone économique exclusive d'un État, il doit demander l'autorisation à cet État.
La Convention de Montego Bay prévoit que l'autorisation sera donnée de façon automatique et gratuite lorsque c'est de la recherche scientifique pure. Donc, par exemple, une recherche universitaire sur les espèces de poissons qui vivent dans une région particulière, comment ils se nourrissent, quelle est leur répartition géographique, etc. Eh bien, ces recherches-là seront autorisées systématiquement. Par contre, l'État riverain pourra refuser d'accorder une autorisation de recherche scientifique si elle implique des forages, la construction d'îles artificielles, si cela peut compromettre l'équilibre de la zone, par exemple par la collecte de spécimens rares ou fragiles, ou simplement si la personne qui demande l'autorisation de procéder à une recherche scientifique avait déjà obtenu une telle autorisation dans le passé et qu'elle n'a pas respecté les conditions qui avaient été mises à cette autorisation précédemment. Donc, on peut, dans ce cas-là, lui refuser. Sachant bien évidemment que les États restent souverains et que si un État décide de refuser tout type de recherche dans sa zone économique exclusive, eh bien, il n'y aura pas moyen de l'obliger à accepter certains types de recherche. S'il dit non, eh bien, les scientifiques qui souhaitent effectuer des recherches pourront danser sur leur tête. Ce sera non, ils ne pourront pas effectuer ces recherches. Enfin, cinquième compétence de l'État, ça c'est la deuxième partie du cours, donc la protection de l'environnement marin. Un État peut adopter des lois et des réglementations donc sur la protection de l'environnement marin dans sa zone économique exclusive et il peut mettre à exécution ces législations. Donc, si un navire est surpris en train de polluer la zone économique exclusive de l'État riverain, eh bien, tout de suite, on pourra intervenir, saisir le navire, le dérouter dans un port pour que le capitaine du navire soit jugé. Et ça, c'est la deuxième partie du cours dans 2 semaines. Alors, quels sont les droits et obligations des États tiers dans la zone économique exclusive? Donc, je vous ai dit, le régime de la haute mer s'applique dans la zone économique exclusive. Donc, normalement, vous avez une liberté totale de navigation, mais avec quelques exceptions, notamment les zones de sécurité autour des îles artificielles et l'obligation de respecter des législations en matière de recherche marine, de pêche et de protection de l'environnement. Donc, les États tiers ont le droit de poser des câbles et des pipelines, mais bien évidemment, c'est plutôt du ressort de l'État du plateau continental, puisque les câbles et pipelines vont plutôt être sur les fonds marins plutôt que dans la zone économique exclusive en tant que telle. Mais si certains pipelines passaient donc au-dessus du fond marin, donc dans la colonne d'eau, à ce moment-là, il faudrait l'autorisation de l'État de la zone économique exclusive pour passer, sachant que, comme je vous l'ai dit, on va essayer dans la mesure du possible de faire en sorte que ce soit le même État qui soit compétent pour la zone économique exclusive et le plateau continental. Alors, certains États ont décidé de ne pas faire comme les autres et plutôt que de revendiquer une zone économique exclusive, ils revendiquent simplement une zone de pêche de 200 000 marins. Alors, le fait qu'ils revendiquent une zone de pêche, qu'est-ce que ça change
à leurs droits et obligations? Eh bien, pas grand-chose. D'abord, qui peut le plus peut le moins. Donc, si dans cette zone de 200 000 marins, ils décident de ne réglementer que la pêche et qu'un jour, ils décident également de réglementer la protection de l'environnement, la recherche marine et l'exploitation économique, eh bien, ils pourront le faire. Ils sont autorisés à revendiquer une zone économique exclusive de 200 000. Donc, si un jour, ils décident de transformer leur zone de pêche en zone économique exclusive pour pouvoir réglementer la recherche marine et la lutte contre la pollution, ils peuvent bien évidemment le faire dans le cadre de la Convention de Montego. Alors, une chose intéressante, vous avez dans la législation européenne ce qu'on appelle les directives Habitat. On aura l'occasion de reparler un petit peu. Qu'est-ce que c'est les directives Habitat? Ce sont des législations européennes qui obligent les États à protéger leurs sites naturels en péril. Et parmi les types de sites naturels qui sont listés par la directive, vous avez un certain nombre de sites naturels marins. Les récifs coralliens, par exemple, se retrouvent parmi les sites à protéger. Et donc, les États ont mis en place donc des réserves naturelles sur leur territoire terrestre et la plupart d'entre eux ont mis en place également des réserves naturelles marines pour protéger donc soit des espèces de flore maritime particulière, donc comme les coraux ou autres, ou certaines espèces des espèces marines. Donc, si vous avez des zones avec des phoques ou avec des oiseaux marins particuliers qu'il faut protéger ces zones, un peu comme la réserve de Swin, par exemple, eh bien, les États ont eu la possibilité d'instaurer des réserves naturelles maritimes. Et le Royaume-Uni n'a pas voulu. Lorsqu'on a sorti les directives Habitat en disant, moi, je vais mettre des réserves maritimes sur mon territoire terrestre, mais pas dans les eaux qui sont au large de mes côtes, parce que j'ai seulement revendiqué une zone de pêche, donc je n'ai pas envie de réglementer la protection de l'environnement dans ma zone de pêche, donc pas de zone marine. Donc, vous avez la Commission européenne qui n'a pas été très contente, vous avez des lobbies évidemment écologistes qui n'ont pas été très contents, et ils ont attaqué le Royaume-Uni devant la Cour de justice des communautés européennes en disant que le Royaume-Uni avait l'obligation, en vertu de la Convention de Montego Bay, de protéger son environnement marin et donc de mettre en place des réserves naturelles maritimes. Et la Cour de justice des communautés européennes a condamné le Royaume-Uni en disant que même s'il n'avait réclamé qu'une zone de pêche de 200 000, il était quand même obligé, d'une part par la Convention de Montego Bay et d'autre part par la Convention de Rio sur la biodiversité de 1992, de protéger son environnement marin dans sa zone économique exclusive, donc dans la zone de 200 000 au large de ses lignes de base. Et donc, malgré le fait qu'il avait seulement revendiqué une zone de pêche, le Royaume-Uni a dû désigner un certain nombre de réserves naturelles maritimes au large de ses côtes. Voilà, est-ce que vous désirez faire une pause de 5 minutes ou est-ce que je continue? Avoir la pause, s'il vous plaît. Je ne vous ai pas entendu.
On peut avoir la pause, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Merci. Merci. Pas de problème. On se revoit dans 10 minutes? Ok, Ouais. merci. Parfait, merci. Monsieur, Oui. l'obligation pour le Royaume-Uni de déclarer certaines zones de réserve naturelle, c'est parce que le Royaume-Uni veut passer pour un, entre guillemets, bon État en respectant les injonctions qui lui sont faites. C'est pour ça? Ou il a vraiment été obligé? Il a été obligé parce que la Cour de justice de l'Union européenne peut imposer des amendes aux États qui violent le droit européen. Donc, pour éviter les amendes, il a désigné un certain nombre de zones de réserve naturelle marine. D'accord, merci.
Bien, on reprend? Ouais. Ok. Donc, le plateau continental, eh bien, comme on vient de le voir, c'est la zone qui se trouve en dessous de la zone économique exclusive. Donc, c'est la prolongation du territoire terrestre de l'État, donc jusqu'au talus continental. Alors, le problème du plateau continental, c'est que bien évidemment, dans certains cas, le plateau suit une pente douce sur une très très grande longueur, alors que dans d'autres cas, tout de suite, il passe au talus continental et part vers la plaine abyssale. Donc, il y a toujours eu des difficultés pour déterminer la largeur du plateau continental. Un petit peu d'historique d'abord. Donc, on vient de le revoir, jusqu'en 1945, vous aviez seulement la mer territoriale et la haute mer dans l'arsenal du droit de la mer. Et en 1945, donc, le président américain Truman revendique donc une juridiction sur les ressources du sol et du sous-sol marin du plateau continental contigu à la côte des États-Unis. Donc, il fait entrer le plateau continental dans le champ juridique du droit de la mer. Et dès 1958, à l'occasion des conventions de Genève dont on a déjà parlé, vous allez avoir une convention de Genève sur le plateau continental qui va être très très modeste quant à ses ambitions, puisqu'elle va dire que le plateau continental, c'est le prolongement du sous-sol marin jusqu'à une profondeur de 200 mètres, ou en tout cas jusqu'au point où la profondeur permet l'exploitation des ressources naturelles, qu'elles soient biologiques ou
minérale du plateau continental. Et en 1982, il ne va y avoir aucun problème pour intégrer le plateau continental dans la Convention de Montego Bay. Le problème va être celui de la délimitation du plateau continental. En effet, le critère de l'exploitabilité est critiqué par les pays du Sud qui disent, oui, si on accepte le critère de l'exploitabilité, ça veut dire que potentiellement les pays industrialisés peuvent exploiter l'ensemble des sous-sols marins. Il suffit qu'ils aient des techniques suffisantes pour les exploiter, alors que nous ne pouvons exploiter que ce qui est vraiment très proche de nos côtes. Et par ailleurs, on en a parlé aussi, on y reviendra la semaine prochaine, vous avez le concept de patrimoine commun de l'humanité qui va apparaître au début des années, fin des années 60, début des années 70, qui dit que justement, les hauts fonds marins doivent être exploités au profit de l'humanité tout entière et pas exclusivement au profit des États industrialisés. Et donc, on va limiter assez strictement le plateau continental qu'un État peut revendiquer. Avec 3 critères. Premièrement, un plateau continental de 200 000 marins minimum. Chaque État riverain peut revendiquer un plateau continental de 200 000 marins. Pourquoi 200 000 marins? Pour le faire correspondre à la zone économique exclusive, afin qu'il n'y ait pas de problème pour l'établissement des plateformes pétrolières et pour l'exploitation des ressources biologiques, qu'on commence à se disputer, est-ce que telle ressource biologique est du sol marin ou est-ce que c'est un poisson qui nage dans la colonne d'eau surjacente. Donc comme ça, on est sûr que toutes les ressources biologiques dans la limite des 200 000 marins peuvent être exploitées par l'État. Mais vous avez certains États, je vous l'ai dit, où la pente continentale est très très douce, et donc à 200 000 marins, vous êtes toujours à une profondeur très très raisonnable. Et on peut très bien imaginer que ce ne serait pas un scandale d'accorder un supplément de plateau continental à l'État tant qu'on n'est pas arrivé au talus continental. Et on a accepté cette proposition en disant que l'État peut réclamer jusqu'à 350 000 de plateaux continentaux. Donc, si véritablement la pente est très douce, donc on peut réclamer jusque 350 000 de plateaux continentaux. Si le plateau continental est en pente très douce jusqu'à 500 000, ça n'a pas d'importance. Donc 350 000, c'est véritablement le maximum qu'un État peut réclamer. Ou alors, mais ça, aucun État ne le fait, c'est quand même prévu dans la Convention de Montego Bay, donc un État peut réclamer 100 000, un plateau continental de 100 000 au large de l'Isobat des 2500 mètres. Mais fondamentalement, les deux critères qui sont utilisés, c'est le plateau continental de maximum de 100 000, maximum évidemment puisque vous avez le problème des États qui se font face, donc un État n'aura pas nécessairement la possibilité physique de réclamer un plateau continental de 100 000 marins, et la possibilité de demander une extension du plateau continental jusque 350. Mais les États qui vont réclamer un plateau continental de plus de 200 000 marins, donc ce qu'on appelle un plateau continental étendu, ils ont dû introduire un dossier.
auprès de la Commission des limites du plateau continental. Alors, la Commission des limites du plateau continental ne peut donner que des recommandations aux États. Elle ne peut pas interdire à un État de réclamer un plateau continental de 350 000, mais surtout pour les problèmes de délimitation des plateaux continentaux, donc la Commission des limites peut faire une série de recommandations, mais qui ne sont pas obligatoires pour les États. Donc, vous avez 84 demandes qui ont été introduites, dont 11 par la France. Donc, la France a mis en place le programme qu'elle appelle le programme Extra-Plaque, dont voici le poster. Il n'est pas très visible, donc je pense que vous le verrez mieux comme ceci. Donc, ici, vous avez la carte avec toutes les possessions françaises qu'on a vues tout à l'heure pour les zones économiques exclusives et donc tous les endroits où la France a réclamé une extension du plateau continental. Bon, vous voyez ici donc le schéma qui explique donc l'extension du plateau continental. Donc, la France a introduit 11 demandes et si toutes ces demandes sont mises en œuvre, puisque la Commission des limites du plateau continental ne peut pas refuser une demande, elle peut simplement faire des recommandations. Donc, le plateau continental français sera augmenté de plus de 1,5 million de kilomètres carrés, donc permettant l'exploitation des ressources essentiellement du sol et du sous-sol marin de cette zone. Donc, il y a 11 demandes sur 84 qui ont été introduites par la France. Ça veut dire que, bien évidemment, la Russie, les États-Unis, l'Australie, etc., ont également introduit de leur côté des demandes d'extension de leur plateau continental. Alors, les îles peuvent revendiquer un plateau continental comme elles peuvent revendiquer une zone économique exclusive, à condition de se prêter à l'habitation humaine ou à une vie économique propre. Alors, problème évidemment de délimitation également lorsque deux États sont adjacents ou se font face. Avec une difficulté, enfin avec deux difficultés supplémentaires. La première difficulté, c'est que c'est très facile lorsque on a uniquement des espaces maritimes de fixer une limite en disant, ben voilà, on va appliquer la règle de l'équidistance, la moitié des eaux iront à l'état A, la moitié des eaux iront à l'état B. Lorsqu'il s'agit du plateau continental, c'est plus compliqué parce que d'une part, vous pouvez avoir des failles dans le plateau continental et on pourrait se dire, ben voilà, on va utiliser cette faille pour déterminer les limites des deux plateaux continentaux, même si cette faille n'est pas tout à fait située à la moitié du plateau continental qui sépare les États. Et d'autre part, si vous séparez des eaux entre deux États, ben, les poissons, ça circule librement sans respecter les différentes zones. Donc, vous aurez toujours un flot de poissons dans les zones économiques exclusives des deux États en question, alors que s'il s'agit d'exploiter les ressources du sous-sol marin, bien évidemment, la nappe de pétrole, elle est là, elle ne bougera pas. Et donc, une fois qu'on aura déterminé la limite entre les plateaux continentaux des deux États, eh bien, chacun aura
une certaine quantité de la nappe de pétrole à exploiter, et ni plus ni moins. C'est pour ça qu'on a décidé de ne pas appliquer la règle de l'équidistance pure et simple pour le plateau continental, mais de chercher une solution équitable. Et comme il est nécessaire d'avoir le même État compétent pour la zone économique exclusive et le plateau continental, on a également décidé, on l'a vu, d'appliquer des principes équitables pour la détermination de la zone économique exclusive, pour que les mêmes principes s'appliquent pour les deux zones et qu'on ait une limite unique. Alors, comment va-t-on faire pour trouver une solution équitable dans la délimitation du plateau continental entre deux îles? On va procéder en 3 étapes. Premièrement, on va fixer une ligne médiane provisoire. Donc, on va appliquer la règle de l'équidistance en disant, voilà, la moitié du plateau continental va à l'un des deux États, l'autre moitié à l'autre État. Ensuite, on va ajuster cette ligne provisoire en raison des circonstances particulières à l'espèce. Donc, je vous l'ai dit, s'il y a une faille, par exemple, dans le plateau continental, eh bien, on déplacera la ligne de délimitation pour qu'elle passe au milieu de cette faille. Troisièmement, on va vérifier si le partage n'est pas disproportionné, c'est-à-dire si tous les avantages ne sont pas accordés ou une majorité des avantages ne sont pas accordés à l'un des deux États riverains, notamment donc s'il y a une nappe pétrolière. Et donc, on va encore éventuellement bouger la ligne de démarcation entre les deux plateaux continentaux de façon à répartir équitablement la nappe pétrolière entre les deux États. Dans certains cas, ce n'est pas possible, évidemment. Alors, on va mettre en place des systèmes d'exploitation commune de la nappe pétrolière. Mais s'il est possible de faire en sorte que la moitié de la nappe pétrolière soit sur le plateau continental d'un État et que l'autre moitié soit sur le plateau continental de l'autre État en déplaçant simplement la ligne de quelques milles marins, eh bien, on va procéder de la sorte. Et donc, lorsque on aura passé ces 3 étapes, on va donc délimiter le plateau continental entre les deux États, et puis on va en profiter pour délimiter la zone économique exclusive, pour ne pas avoir des problèmes de conflit de compétences. C'est pour ça que, même si, a priori, il est facile d'appliquer l'équidistance pour délimiter les zones économiques exclusives de deux États qui se font face, en fait, on l'applique rarement. Et on va appliquer pour la zone économique exclusive les mêmes principes que ceux qui ont été appliqués pour le plateau continental. Donc, importance d'avoir les mêmes limites donc, pour que lorsqu'une compagnie pétrolière souhaite exploiter un plateau continental, elle n'ait pas à demander des autorisations à 2 États, l'État du plateau continental plus l'État de la zone économique exclusive pour établir des plateformes pétrolières. Et s'il n'y a pas moyen d'arriver à un accord qui satisfait les 2 États, donc on met en place une zone commune de développement. Donc, il y en a 2 à l'heure actuelle, une entre le Japon et la Corée du Sud, l'autre entre l'Australie et Timor oriental. Ça veut dire que les 2 États vont confier à une même compagnie pétrolière l'exploitation de la nappe qui se trouve dans le sous-sol marin, mais les bénéfices retirés par l'exploitation de cette nappe seront répartis équitablement entre les 2 États, à négocier bien évidemment entre les deux. La compagnie pétrolière, ça ne change rien puisque
qu'elle verse 1 milliard de dollars à l'Australie ou 500 millions de dollars à l'Australie et 500 millions de dollars à Timor-Leste, ça ne changera rien. Alors, quel est le régime du plateau continental? Donc, l'État pétrolier, l'État côtier, pardon, il a le droit d'exploiter ou d'autoriser l'exploitation des ressources minérales et des ressources biologiques du plateau continental, qu'elles soient sédentaires ou non, avec la particularité par rapport à la zone économique exclusive qu'on ne fixe pas de totaux admissibles de capture pour les ressources biologiques du plateau continental. Donc, si vous avez par exemple des moules, des huîtres, des éponges ou toutes autres espèces que l'on peut trouver sur le plateau continental et qu'un État décide de tout pêcher en une fois, eh bien, il pêchera tout en une fois et puis il n'y aura plus rien pour l'année suivante. Deuxièmement, l'État côtier donc, peut adopter une réglementation pour éviter la pollution du milieu marin suite à l'exploitation du plateau, donc avec la zone économique, la zone de sécurité autour des pylônes qui est de la compétence de l'État de la zone économique exclusive. Et enfin, en ce qui concerne les fouilles archéologiques sur le plateau continental, vous n'avez plus un monopole comme dans le cadre de la zone contiguë, mais vous avez simplement un droit de coordination des fouilles. Donc, sur son plateau continental, l'État côtier peut dire, ben voilà, cette zone sera fouillée par telle entreprise, cette autre zone sera fouillée par telle entreprise, etc. Mais les entreprises garderont tout le bénéfice pour elles. Donc, elles ne devront rien verser à l'État du plateau continental, puisque les trésors que les chasseurs de trésors pourraient trouver sur le sol marin ne sont ni des ressources minérales, ni des ressources biologiques. Donc, tout bénéfice pour les chasseurs de trésors. L'État côtier ne peut pas porter atteinte aux libertés de la haute mer. Donc, au moment où il va autoriser la mise en place de plateformes de forage, il devra faire attention à respecter les voies de navigation extrêmement fréquentées et faire en sorte que ces plateformes de forage soient, dans la mesure du possible, en tout cas, mises en place à l'écart des zones de circulation les plus fréquentes. Si vraiment il faut mettre ces plateformes de forage dans des zones très fréquentées, à ce moment-là, bien évidemment, il faut mettre en place des systèmes de signalisation pour éviter des accidents. Il y a également une obligation de dénucléarisation des fonds marins. Donc, théoriquement, les États ne peuvent pas installer des mécanismes de lancement de missiles nucléaires sur les fonds marins. À partir du moment où, de toute façon, les sous-marins sont équipés de mécanismes de lancement d'armes nucléaires, c'est une obligation qui n'a pas grand intérêt. Enfin, les droits des autres États par rapport au plateau continental. Vous avez bien entendu une liberté de navigation dans la colonne, mais ça c'est le régime de la haute mer qui s'applique, c'est surtout la zone économique exclusive qui est concernée. Les autres États ont le droit de poser des câbles et des pipelines sur le fond marin, mais le tracé doit être agréé par l'État côtier. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans le cadre d'une politique de protection de l'environnement marin. Si l'État côtier souhaite préserver certaines zones, par exemple des récifs coralliens ou autres, il peut exiger que
les câbles et pipelines fassent des détours pour éviter les zones naturelles protégées. Ça, l'État côtier peut le faire. Il ne peut pas interdire totalement la pose de câbles et de pipelines en disant non, ça va abîmer mon sous-sol marin, donc je ne veux pas. Mais il peut fixer le tracé de ces câbles et pipelines. Enfin, pour la recherche scientifique marine sur les fonds et le sous-sol marin, donc ce sont les mêmes conditions pour la zone économique exclusive, autorisation automatique des recherches dans l'intérêt général, donc celles qui sont effectuées par les universités, mais de nouveau, il est possible d'interdire les recherches qui impliqueraient des forages ou la collecte d'organismes rares ou fragiles qui se trouveraient sur les fonds marins. Voilà, donc ceci termine le cours d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur Rigaud? Oui, j'aurais deux petites questions. À propos des forages, c'est les forages pétroliers ou si par exemple on veut étudier une colonne sédimentaire, on doit aussi demander une autorisation ou ça ne se fait pas automatiquement? Ce sont tous les forages qui requièrent une autorisation. Donc, que ce soit pour faire une recherche pétrolière ou une recherche sédimentaire, il faut l'autorisation de l'État riverain. Ok. Et deuxième question pour la délimitation du plateau continental. Est-ce que s'il y a une ressource qui n'a pas été prise en compte et qui après est découverte, on peut réajuster à nouveau les frontières une fois qu'elles ont été placées? Non. Par exemple, non. Non. Un parc éolien. Une fois que la frontière a été fixée soit par un traité international, soit par une juridiction internationale, elle ne peut pas. Enfin, les deux États peuvent se mettre d'accord entre eux pour changer la délimitation. Ça oui. Mais un des deux États ne peut pas dire ah zut, on a découvert qu'il y a, je ne sais pas moi, du cobalt, je ne sais pas quoi dans le plateau continental et on n'en avait pas tenu compte au moment où la délimitation a été fixée, ben, tant pis. De toute façon, on découvrira toujours de nouvelles ressources dans le plateau continental, donc on ne va pas changer les délimitations à chaque fois. Donc, une fois que la délimitation a été fixée, que ce soit par accord entre les États ou par une juridiction internationale, là, c'est coulé dans le bronze et il faut l'accord donc des deux États pour revenir sur cette délimitation. Merci. D'autres questions? Eh bien, je vous souhaite un bon week-end et à vendredi prochain.